Bon, parlons franchement. Qu'est-ce qui arrive quand un bon gestionnaire, même le meilleur, se retrouve avec une pression énorme sur les épaules? Souvent, c'est pas super beau à voir, puis ça a un impact direct sur l'équipe. Regardez bien ce chiffre, 21 C'est le pourcentage de gestionnaires qui, selon une étude sérieuse, présentent des traits qu'on pourrait qualifier de psychopathiques à un niveau clinique. C'est énorme. On parle d'un boss sur 5. Mais là, attention. Le but, c'est pas de commencer à diagnostiquer tout le monde au bureau. La vraie affaire, celle qui dérange, c'est que ces comportements-là, n'importe qui peut les adopter quand le stress embarque. Toi, moi, les meilleurs d'entre nous, et le pire, c'est qu'on s'en rend même pas compte. D'où ça sort, ce 21 %-là? C'est une étude de l'Université Bond en Australie sur un millier de gestionnaires. Puis ça ne s'arrête pas là. Les recherches de Paul Babiak puis du psychologue canadien Robert R., une sommité dans le domaine, montrent que chez les hauts dirigeants, on parle de 4 qui atteignent carrément le seuil diagnostique. C'est 4 fois plus que dans la population générale. Et c'est là que ça devient tordu. Ces mêmes dirigeants, ils avaient des notes parfaites pour leur charisme, leur énergie, leur communication. Mais quand venait le temps de parler de responsabilité puis de travail d'équipe, c'était la catastrophe. L'image projetée n'avait rien à voir avec la réalité du terrain. OK, maintenant, on va décortiquer les 8 signaux d'alarme. Et j'insiste, ce n'est pas pour partir à la chasse aux sorcières puis pointer le méchant du bureau. Non, c'est un miroir. C'est un outil pour s'observer soi-même, surtout quand la pression monte d'un cran. Premier signal, l'estime de soi grandiose. Le symptôme, quand une idée est challengée, on ne le prend pas comme un débat, on le prend personnel. L'impact est immédiat. L'équipe arrête de proposer des idées de peur de froisser l'ego du boss. La collaboration vient de mourir. Deuxièmement, l'impulsivité. Les éclats de voix, l'impatience. Le vrai signe, c'est l'équipe. Si les gens se demandent de quelle humeur est le boss ce matin avant d'oser aller lui parler, c'est un drapeau rouge. Ça veut dire que la sécurité psychologique est déjà en train de disparaître. Numéro 3, le charme superficiel. On est tous un peu capables d'adapter notre discours, tu sais. Mais le signal d'alarme, c'est quand on ne dit pas la même affaire à son patron puis à son équipe. À ce moment-là, la confiance s'effrite à vitesse grand V. Le quatrième, c'est le manque de responsabilité. Quand ça va mal, est-ce que la première question, c'est qui a fait ça? Ou bien comment on règle ça? Si c'est la première, on installe une culture de blâme. Et une culture de blâme, ça paralyse tout le monde. Plus personne n'ose rien essayer. Cinquièmement, le manque de remords. Le test est facile. C'est quand, la dernière fois qu'on a dit à voix haute « j'ai fait une erreur ». Si on ne s'en souvient plus, c'est un problème. Sans cette humilité-là, impossible de bâtir la sécurité nécessaire pour que l'équipe puisse apprendre de ses erreurs. Sixième point, les objectifs irréalistes. Ça part souvent avec beaucoup d'enthousiasme. Mais le signal, c'est quand cet enthousiasme-là disparaît à la première difficulté. On lâche le projet. Ça envoie un message terrible à une équipe qui s'est investie pour rien. Numéro 7, le manque d'empathie. Le signe peut être aussi simple que ça. Est-ce qu'on connaît le nom des enfants de nos employés? Leur passion? Si la réponse est non, le message envoyé est clair. Ce sont des ressources, pas des humains. Et l'engagement s'effondre. Et finalement, le 8e, le mode de vie parasite. En gestion, ça se traduit par la micro-gestion. Si on passe plus de temps à vérifier, à contrôler qu'à donner des outils puis à faire confiance, on devient un frein. On tue l'autonomie puis on étouffe l'équipe. Bon, on a vu les 8 comportements. Mais la grosse question, c'est pourquoi? Pourquoi même de bons gestionnaires finissent par tomber là-dedans? La réponse, souvent, c'est pas un problème de personne, c'est un problème de système. C'est ce qu'on appelle la spirale du désengagement. Voici comment ça marche. Au début, les fondations sont faibles, les attentes sont pas claires, les outils manquent. Le stress monte, notre cerveau de survie embarque, puis c'est là que les comportements désengageants apparaissent. La peur s'installe dans l'équipe, on n'innove plus, on prend plus de risques, inévitablement les résultats chutent. Ce qui fait quoi? Ça augmente encore la pression et la spirale infernale recommence, mais en pire. OK, le portrait est assez sombre, on s'entend. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un antidote. La solution, c'est de jeter à la poubelle nos vieilles idées sur le leadership et de redéfinir ce qu'on attend vraiment d'un leader. Pendant des années, on a valorisé le mythe du leader charismatique, plein d'énergie, charmeur. Le problème, c'est que ces traits-là peuvent aussi très bien cacher des comportements toxiques. La réalité, c'est que le vrai leadership, le leadership efficace, ça repose sur des choses beaucoup plus solides, beaucoup moins sexy. Ces choses solides, ce sont 3 piliers. 1. L'humilité, le courage d'admettre qu'on n'a pas toutes les réponses. 2. L'exemplarité, savoir de quoi on parle, être rigoureux, être structuré. Et 3. La collaboration, comprendre que notre job, c'est de créer les conditions pour que l'équipe réussisse,
pas pour qu'on brille nous-mêmes. Alors on fait quoi avec ça demain matin? Comment on commence à changer les choses? Voici un exercice de 5 minutes. Un tout premier pas, simple mais puissant. La question à se poser, juste pour soi, en toute honnêteté, parmi les 8 comportements qu'on vient de voir, lequel est notre pente naturelle quand ça se corse? Lequel ressort le plus facilement qu'on est dans le jus? Il n'y a pas de jugement à avoir, pas de solution à trouver tout de suite. Juste en prendre conscience. Parce que c'est ça la clé. Le vrai leadership, ce n'est pas d'être parfait. Personne n'est parfait. Le vrai leadership, c'est d'être conscient de ses propres patterns, d'être assez humble pour les voir et d'être assez déterminé pour vouloir faire mieux pour son équipe. Le premier pas, c'est la conscience. C'est là que le vrai travail de leader commence. Ici, Mythbuster Leadership, pour ceux et celles qui s'apprêtent à diriger, nous vous saluons.